J'invite maintenant M. Paul-André Linteau, historien, professeur émérite au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal et lauréat du prix Gérard Parizeau 2023, à venir me rejoindre ici et à prendre la parole pour sa conférence intitulée « La ville inépuisable, objet de fascination ». Merci. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux ce soir. Je suis très honoré de recevoir le prix Gérard Parizeau, le prix le plus prestigieux attribué en histoire au Québec. Comme on vous l'a rappelé, des historiens et historiennes réputés l'ont déjà reçu. Et comme cette année, le concours portait sur l'histoire urbaine, je vais vous présenter brièvement quelques réflexions à ce propos, en mettant en particulier l'accent sur l'histoire de Montréal, et nous aurons ensuite l'occasion d'en discuter plus abondamment. L'histoire urbaine vise à comprendre comment les villes naissent, comment elles se développent, puis pourquoi certaines déclinent ou parfois disparaissent, tandis que d'autres sont en expansion ou même se réinventent. Elles mettent en scène les forces internes qui permettent à la ville et à ses habitants de définir ses orientations et l'organisation de son territoire. Elle doit aussi tenir compte des forces externes, nationales et internationales. L'histoire urbaine s'intéresse à la ville ou à ses entités plus locales, comme l'immeuble, la rue, le voisinage, le quartier. Et elle met en lumière la vie qui grouille en ces lieux et les hiérarchies qui s'y manifestent. Elle permet ainsi de mettre au jour, dans leur dynamique locale, des phénomènes universels de la vie en société, tels les rapports humains, le travail, l'alimentation, etc. Une dimension essentielle de l'histoire urbaine est son rapport à l'espace. La ville est un lieu circonscrit et construit. Son espace n'est pas neutre et son aménagement représente un enjeu pour les groupes sociaux qui l'habitent, comme on le voit régulièrement dans les médias, tout nouveau projet de transformation de la ville suscite des réactions des acteurs divers. Alors, l'histoire de la ville n'est donc pas un long fleuve tranquille. Quand, vers 1970, je choisis d'orienter ma thèse de doctorat en histoire urbaine, je n'ai pas beaucoup de repères autour de moi. À peu près personne au Québec ou même au Canada ne s'identifie à cette approche. Pourtant, aux États-Unis, la urban history forme déjà un champ d'études bien constitué au sein de la discipline historique. Elle a même donné naissance à une New Urban History. Ici, les travaux relatifs à la ville, encore peu nombreux, sont l'œuvre de géographes, d'économistes et de sociologues, et la perspective historique n'y est pas très poussée. J'acquiers ma formation en ce domaine en autodidacte, principalement par mes lectures. Comme je m'intéresse à la période contemporaine, celle des 19e et 20e siècles, c'est l'historiographie américaine qui m'inspire le plus, car les villes là-bas
présente beaucoup de similitudes avec celles d'ici. En France, les historiens associés à ce champ d'études s'intéressent alors essentiellement à la période pré-industrielle, dont les repères et les caractéristiques sont fort différents de ceux de l'époque contemporaine. Mais certains sociologues français se penchent sur la ville contemporaine et vont aussi m'inspirer. Bientôt, je rencontre d'autres jeunes historiens canadiens qui s'intéressent à ce sujet et nous mettons sur pied en 1971 un Urban History Group. Rapidement, le champ de l'histoire urbaine au Canada se structure, une petite revue naît, des colloques s'organisent, des publications sont lancées. Comme le rappelle Richard Harris, il y a une véritable effervescence dans ce domaine au cours des années 70 et 80. Au Québec, le département d'histoire de l'UQAM devient, à partir de 1972, le principal pôle de l'histoire urbaine. J'y joue un rôle clé, d'abord avec Jean-Paul Bernard, puis avec Jean-Claude Robert, avec qui je développerai une complicité fructueuse et que je salue, là, il est ici aujourd'hui. Il en sera de même ensuite avec Joanne Burgess, puis viendront Jean-Pierre Collin, Michel Dagenet, Claire Poitras et d'autres à leur suite. En 1981, quand paraît le livre tiré de ma thèse sur Maisonneuve, l'histoire urbaine au Québec est déjà bien lancée et elle a commencé à essaimer vers d'autres universités. Pour ma part, j'aborde d'abord ce champ d'études en tant qu'historien de l'économie, fasciné par le rôle des transports et de la révolution industrielle, par l'investissement et par les hommes d'affaires qui le réalisent. Dans ma thèse, je mets l'accent sur le capital foncier et la figure emblématique du promoteur. Ma passion pour les chiffres m'incite aussi à mesurer la population, ses rythmes et ses composantes. Ma fréquentation de l'historiographie américaine me sensibilise à l'importance de la scène politique municipale et des luttes de pouvoir qui s'y déroulent. À partir des années 70, c'est toutefois l'histoire sociale qui prend la vedette. Elle déferle sur l'historiographie québécoise et les travaux des spécialistes d'histoire urbaine en porteront longtemps la marque. Cette histoire sociale se distingue d'abord par le traitement systématique de séries de données, mais aussi par son approche du bas vers le haut et son attention portée aux couches populaires, aux citadins ordinaires. Elle ne délaisse pas pour autant les élites, mais en les appréhendant comme des collectivités. L'histoire sociale continue à avoir sa pertinence aujourd'hui, mais d'autres paradigmes ont gagné en importance dans les décennies suivantes, notamment la culture, le genre, la marginalité, l'environnement, etc. Personnellement, je m'intéresse très tôt à écrire une histoire globale de la ville, tenant compte de ses nombreuses composantes en interaction. Cette approche multifactorielle caractérise notamment les ouvrages de synthèse que j'ai produits à propos
de l'histoire de Montréal. Alors, j'interromps ici cette évocation de mon parcours personnel pour aborder l'état de l'histoire urbaine au Québec après un demi-siècle d'élaboration. En 2022, la Urban History Review, revue d'histoire urbaine, souligne son 50e anniversaire en publiant un numéro thématique sur l'état de l'histoire urbaine au Canada. Un demi-siècle dans la vie d'un périodique scientifique, ce n'est pas rien. La plupart des spécialistes d'histoire urbaine au pays y ont publié. J'ai moi-même été directeur adjoint de cette revue et plusieurs collègues, notamment Michel Dagenet, Claire Poitras et Harold Bérubé, ont ensuite participé à sa direction. Ce numéro thématique de la revue n'a pas pour objectif de faire un bilan des recherches menées au cours de ce demi-siècle, un tel exercice ayant été réalisé ailleurs à quelques reprises. Il vise à faire le point sur la situation actuelle de ce champ disciplinaire. Le numéro s'ouvre sur un article assez pessimiste du géographe Richard Harris. Selon lui, le champ d'étude de l'histoire urbaine, très dynamique pendant l'âge d'or des années 70 et 80, se trouve depuis dans un état de torpeur au Canada. Assez étrangement, ou peut-être pas, son bilan ne tient pas compte du tout de ce qui a été réalisé en français, ni même en anglais au Québec. Heureusement, Harold Bérubé est là pour rétablir les faits. Il montre qu'au Québec, l'histoire urbaine affiche un bilan substantiel et qu'elle témoigne toujours d'une vitalité certaine. De son côté, Michel Dagenet montre que ce champ d'études est redynamisé par les travaux sur l'histoire de l'environnement qui contribuent, selon elle, à conceptualiser les villes comme des milieux hybrides produits de l'enchevêtrement des éléments naturels et construits. Mathieu Caron tente de montrer comment l'histoire urbaine est aussi renouvelée par de nouvelles thématiques telles la sexualité et la culture queer. Rejoignant Michel Dagenet, il lance un plaidoyer pour une prise en compte des Autochtones et de la façon dont ils ont été affectés par le colonialisme. Il ressort de tout cela que si l'étiquette histoire urbaine semble avoir perdu de son lustre, l'étude historique de la ville attire constamment de nouvelles recherches qui explorent des facettes variées du milieu urbain et des dynamiques qu'il engendre. À tout cela s'ajoute la multitude de travaux dont le décor est la ville, sans que celle-ci soit l'objet de la recherche. À propos du Québec, il faut tenir compte d'une réalité incontournable qu'a bien exprimé Harold Bérubé, et je cite, « l'écrasante centralité de la métropole montréalaise, à la fois comme objet d'étude et comme milieu dans lequel s'enracine la pratique de l'histoire urbaine. » En fait, la production scientifique à propos de Montréal est tout simplement époustouflante. La bibliographie des études sur l'histoire de Montréal recense plus de 13 000 titres de mémoires
de thèses, de rapports, d'articles et de livres qui sont consacrés à l'histoire de Montréal dans un grand nombre de disciplines. De toute évidence, la soif d'information sur Montréal est insatiable et dépasse tout ce qui a été produit ailleurs au Québec et probablement au Canada. Mentionnons d'autres indications de cet intérêt. Il y a à Montréal une quinzaine de musées d'histoire consacrés totalement ou partiellement à mettre notre ville en exposition. À ma connaissance, rien d'approchant n'existe ailleurs. En outre, une vingtaine de sociétés historiques locales sont implantées dans des quartiers, des arrondissements ou des villes liées de l'île de Montréal, et elles contribuent à faire connaître des volets du passé urbain. Montréal engendre donc une véritable fascination, non seulement chez les historiens et les historiennes, mais aussi chez les spécialistes d'autres disciplines et même auprès du grand public. Comment expliquer ça? Il y a bien sûr un attachement certain des Montréalais et Montréalaises envers leur milieu de vie ou d'appartenance, mais il y a des caractéristiques spécifiques de Montréal qui expliquent qu'on s'y intéresse. La plus souvent citée est la localisation géographique. Elle a permis à Montréal de devenir un véritable carrefour de communication qui en a fait la tête de pont d'un mouvement vers l'intérieur du continent, qui s'étend sur plusieurs siècles, et aussi une des grandes portes d'entrée des échanges avec l'Europe. Cela place la ville au cœur d'un empire territorial à la fois économique, politique et culturel. Les historiens ont longtemps vanté le dynamisme associé à un tel impérialisme, mais leurs successeurs sont aujourd'hui plus conscients des distorsions, des inégalités et du colonialisme qu'il a engendré. Une autre caractéristique de Montréal est sa localisation au cœur de la frontière linguistique, du point de contact permanent entre francophones et anglophones. L'idée de frontière évoque évidemment celle de séparation, mais aussi de lieu d'échange. Plusieurs œuvres ont pu décrire et répertorier les comportements, les conditions de vie, les référents culturels qui distinguent les territoires montréalais occupés principalement soit par des francophones, soit par des anglophones. D'autres ont fait ressortir les conflits séculaires, parfois violents, souvent tapis, qui opposent les deux groupes. Plusieurs historiens ont aussi bien montré comment le rapport de force inégale s'est inversé graduellement dans un processus qualifié de reconquête de Montréal par les francophones. Mais la vision dichotomique francophone-anglophone, elle est toutefois atténuée par la prise en compte de la composition, pas toujours homogène, de chacun des groupes. De nombreuses recherches mettent aussi en lumière les échanges et les influences réciproques qui se manifestent
dans le territoire montréalais, comme c'est toujours le cas dans une zone de frontière. Une troisième caractéristique de Montréal est son rôle de carrefour de population. Déjà à l'époque préhistorique, son site attirait en été des groupes de chasseurs-cueilleurs venus parfois de très loin. Récemment, des historiens et historiennes de la Nouvelle-France ont montré qu'il y a alors une constante présence d'Autochtones dans la ville et ses environs. À partir du 19e siècle, les vagues migratoires tiennent la vedette. Grâce à l'essor de l'histoire de l'immigration, nous connaissons mieux comment, depuis au moins 2 siècles, Montréal accueille constamment des nouveaux arrivants, d'abord du continent européen, puis du monde entier. Ils transforment la ville en un pôle multiculturel qui se distingue des autres métropoles canadiennes par sa structure d'accueil marquée par 2 langues et 2 cultures principales. Et donc, dans ce sens-là, Montréal est un peu unique là, dans le contexte canadien, en tout cas. L'apport de ces nouveaux groupes et leur intégration dans la ville ont fait l'objet de plusieurs centaines d'études. Carrefour de population, Montréal est aussi en conséquence un carrefour d'information, d'idées et d'influences intellectuelles et culturelles venues d'ailleurs. Une quatrième caractéristique est le rôle particulier de Montréal en tant que métropole du Québec. La ville profite d'un réservoir démographique qui est la plaine de Montréal qui l'entoure et qui abrite au moins la moitié de la population du Québec depuis plus de 2 siècles. La taille de Montréal et sa composition, moins nettement canadienne-française que le reste du Québec, lui confère toutefois un statut particulier qui, aux yeux de certains, la rend moins québécoise. D'ailleurs, dans les années 50 et 60, certains intellectuels francophones ne lui accordent que peu de place, sinon aucune, dans leur interprétation de l'histoire du Québec au 19e et 20e siècle. Avec mes co-auteurs d'Histoire du Québec contemporain, nous avons voulu replacer Montréal, non pas en périphérie, mais au cœur du récit national. Sans nier l'importance des dynamiques régionales, il faut reconnaître le poids dominant ou l'effet d'entraînement de cette métropole. Très tôt, l'agglomération devient le principal marché de l'agriculture québécoise. Elle assure plus de la moitié de la production industrielle du Québec en 1900 et près des 2 tiers en 1929. Elle devient un véritable laboratoire social pour le Québec, là où s'épanouissent en premier le mouvement syndical et le mouvement féministe, où se développent avec vigueur l'hygiène publique et le service social, pour ne donner que quelques exemples. C'est là que se joue la bataille linguistique et on y trouve une grande partie des penseurs nationalistes. Montréal est aussi un lieu essentiel pour la culture québécoise, car beaucoup de créateurs s'y concentrent et les grands médias de la métropole rayonnent depuis très longtemps sur tout le territoire.
Une cinquième caractéristique de Montréal peut aussi expliquer l'intérêt que lui portent les chercheurs et la population. Il s'agit de sa dimension patrimoniale qui en fait un véritable musée à ciel ouvert. Du vieux Montréal au nouveau centre-ville, en passant par Maisonneuve et le Sautoré-Collet, plus de 3 siècles d'une histoire riche et multiple se déploient sous nos yeux. On pourrait évoquer d'autres caractéristiques de Montréal qui expliquent qu'on s'intéresse à son passé. Son histoire est, depuis plusieurs décennies, explorée par des centaines de chercheuses et de chercheurs, par des milliers d'étudiantes et d'étudiants de diverses disciplines qui ont rendu ce champ d'études bien vivant. Les équipes auxquelles j'ai été associé à l'UQAM ont contribué de façon significative à cette effervescence. S'y ajoute l'apport capital des personnes associées au groupe de McGill, mais aussi celui de chercheuses et de chercheurs liés à d'autres établissements. Tous ces travaux sont loin d'avoir épuisé l'intérêt pour l'histoire de Montréal qui ne cesse de se renouveler à partir d'autres perspectives. Que nous apporte tout cela? Certainement un regard toujours mieux informé sur le passé de notre société, régulièrement réinterprété. C'est l'histoire de notre ville, mais c'est aussi l'histoire de la ville et du phénomène urbain, car le cas montréalais peut et doit être constamment replacé dans son contexte international. Qu'en est-il du rapport entre le passé et le présent? On reconnaît depuis longtemps que les interrogations propres au temps présent orientent celles que l'on soulève à propos des périodes antérieures. Quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, le nationalisme économique de la Révolution tranquille a joué un rôle dans mon intérêt pour les hommes d'affaires francophones du passé. De nos jours, les préoccupations pour l'histoire des Autochtones ou de l'esclavage à Montréal sont en résonance avec des débats très actuels. Se pourrait-il qu'en sens inverse, la connaissance du passé permette de mieux comprendre certains phénomènes contemporains? Au début de mes recherches en histoire urbaine, le premier sujet qui m'a interpellé est le rôle fondamental du promoteur, cet entrepreneur en aménagement de l'espace qui, littéralement, fabrique une ville. Force est de constater qu'aujourd'hui, le promoteur joue un rôle tout aussi central dans la construction ou la requalification des espaces urbains, à Montréal comme en banlieue, et que le cadre d'analyse que j'avais proposé il y a un demi-siècle reste pertinent. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Montréal, à l'instar des autres villes canadiennes, a vécu une terrible crise du logement. La population s'entassait dans les maisons existantes et les gens qui avaient un logement étaient incités à accueillir des chambreurs. Dès la fin de la guerre, de vigoureuses politiques gouvernementales ont permis de régler le problème. Y a-t-il des leçons à tirer de cet épisode douloureux
alors que se manifeste aujourd'hui une nouvelle crise du logement de grande envergure. Dans un autre domaine, l'actualité récente est marquée de débats autour de l'accueil et de l'intégration des immigrants. Depuis 2 siècles, Montréal a accueilli plusieurs vagues migratoires, certaines très intenses. Y a-t-il des leçons à en tirer? L'histoire peut-elle aider à calmer les peurs d'aujourd'hui? Bien d'autres connexions entre le passé et le présent vous viendront sans doute à l'esprit. En conclusion, retenons que l'histoire de Montréal illustre très bien les percées et les potentialités de l'histoire urbaine. Celle-ci n'est pas une approche méthodologique, mais plutôt un vaste champ d'études pouvant attirer un grand nombre de regards distincts et complémentaires. Si elle a au Québec un passé glorieux, elle a aussi un avenir indéniable, car la ville et les enjeux qu'elle entraîne restent au cœur de notre quotidien. La pertinence sociale de l'histoire urbaine est, à mon avis, indéniable. Merci. 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 Merci, M. Linteau. Nous avons pensé qu'à la suite de la conférence de M. Linteau, une table ronde avec des professeurs spécialistes de l'histoire urbaine serait à propos pour lancer une discussion autour de son œuvre. Je tiens à vous mettre en garde, M. Linteau. Bien entendu, nous vous honorons ce soir, mais nous avons néanmoins autorisé les conférenciers à critiquer vos propos. Donc, vous êtes avertis. Le public aura aussi l'occasion de participer à la discussion un peu plus tard lors d'une période de questions. J'invite maintenant les panélistes à prendre place. C'est déjà fait, je le constate. Donc, je vous présente Mme Michèle Dagenet, professeure titulaire de l'Université de Montréal, professeure titulaire au département d'histoire de l'Université de Montréal, qui agira comme animatrice. M. Harold Bérubé, professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke, et M. Peter Gossage, professeur titulaire aussi, mais à l'Université Concordia, interviendront à titre de panélistes. Donc, Mme Dagenet, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, on est arrivé vite sur la scène parce qu'on a tellement hâte d'échanger avec Paul-André. On trépigne d'impatience. Alors, je me présente simplement pour expliquer que si je suis là, c'est à titre de spécialiste d'histoire urbaine. Moi aussi, je travaille et j'ai travaillé beaucoup sur l'histoire de Montréal, mais je m'intéresse également à l'histoire politique et à l'histoire environnementale. Alors, pour animer ces échanges et les nourrir, j'ai aussi le plaisir d'accueillir Harold Bérubé, qui, lui, est historien, mais aussi spécialiste d'études urbaines. Harold Bérubé s'intéresse à l'histoire politique et culturelle des villes et des habitants, leurs habitants, au Québec, mais plus globalement aussi en Amérique du Nord. Il a tout récemment publié un ouvrage de synthèse sur l'histoire des villes nord-américaines, de même qu'une monographie sur l'histoire de l'Union des municipalités du Québec. Peter Gossage, pour sa part, est spécialiste d'histoire du Québec au 19e et 20e siècle, qu'il examine sous l'angle de l'histoire de la famille et du genre, mais aussi de la démographie historique et de l'histoire du droit. Le professeur Gossage a publié avec Jack Little une synthèse intitulée « Une histoire du Québec entre tradition et modernité »,
qui est un ouvrage qui est d'abord paru en anglais. Et récemment, il a co-dirigé un ouvrage collectif sur l'histoire de la masculinité au Québec. Alors, merci Paul-André pour cette riche conférence qui nous offre, dans le fond, à la fois un survol de son cheminement professionnel comme historien de la ville et historien du Québec, mais aussi un aperçu de l'émergence et des caractéristiques du domaine de l'histoire urbaine au Québec. Enfin, Paul-André nous a également offert un cours d'histoire de Montréal en dégageant plusieurs de ses caractéristiques majeures qu'il a présentées dans un aller-retour fertile entre passé et présent. Donc, on a plein de pistes ici et je vous cède la parole pour aborder, comme il vous semble, comme bon vous semble, un élément ou un autre de la conférence. Donc, Harold sera le premier et suivi de Peter. Chacun aura environ 5 minutes pour intervenir, puis on lancera la discussion. Donc, la parole est à toi, Harold. Parfait, merci. Donc, merci d'être ici. Donc, on nous a demandé de préparer une courte intervention. J'ai quelques notes. Je vais essayer d'y aller rapidement. Écoutez, je vais faire ce que j'interdis toujours à mes étudiants, c'est-à-dire de commencer par une anecdote. Très rapidement, donc, au début des années 2000, j'étais jeune doctorant. On me donne un contrat. Il s'agissait pour moi d'entrer les CV de chercheurs d'un groupe de recherche pour une demande de subvention sur le site Internet de l'organisme subventionnaire. Ce n'était pas une commande très excitante, mais ça m'arrangeait beaucoup à l'époque sur le plan financier. Et tout allait bien jusqu'à ce que je reçoive le CV d'un certain Paul-André Linteau. Donc, 116 pages bien tassées de contributions qui m'ont beaucoup occupé. Donc, je peux dire que je connais bien la riche contribution de Paul-André, à laquelle, j'en suis certain, se sont ajoutées de nombreuses pages depuis. Donc, tout simplement pour dire que, évidemment, sa contribution est phénoménale au champ d'histoire urbaine. On a parlé des études, des synthèses. Je vais quand même dire rapidement un mot sur tous ces étudiants, toutes ces étudiantes qu'il a encadrés au 2e, 3e cycle. Écoutez, moi-même, j'ai fait à la fois ma maîtrise et ma thèse sous des professeurs qui ont travaillé sous la direction de Paul-André. Donc, vraiment, il est certainement celui qui a structuré donc, le champ ici. Mais bon, on lui a lancé bien des fleurs, donc on m'a demandé de ne pas trop m'en lancer. Alors, j'y vais pour ce qui est de la discussion. Il s'agit de l'alimenter. Il a parlé de la ville comme un inépuisable objet de recherche, en quelque sorte. Et c'est un peu de ce côté-là que je vais peut-être diriger la discussion. Donc, beaucoup de travaux ont été faits, mais la ville est multiple. Et donc, peut-être réfléchir ensemble aux différentes avenues qui s'offrent à nous maintenant pour poursuivre, approfondir donc notre connaissance de la ville. Donc, j'ai retenu en quelque sorte quatre angles peut-être desquels on pourra discuter, par rapport auxquels Paul-André pourra réagir. En l'écoutant, la question de l'échelle m'a beaucoup préoccupé. La question de l'échelle de deux manières. D'une part, il y a cette centralité de Montréal, mais tout autour de Montréal, au Québec, il y a ce vaste réseau urbain de villes plus petites, on s'entend, qui a été étudié quand même, mais qui mériterait d'être peut-être plus étudié, puis étudié en réseau à la fois Montréal et les villes qui orbitent autour d'elle, parfois pour leur malheur et leur bonheur, dépendamment des occasions et des questions qu'on aborde. Donc, il y a tout ce réseau urbain québécois qui mérite plus d'études. Et il y a aussi cette inscription de Montréal, donc à l'échelle plus globale, l'inscription de Montréal et du réseau urbain québécois dans ce que certains ont appelé l'international municipal. La ville de Montréal est au cœur de vastes réseaux d'échanges, très tôt dans son histoire, échange de personnes, circulation des personnes, des biens, des idées. Il y a encore beaucoup à faire, je pense, pour mieux comprendre cette histoire mondiale, en quelque sorte, de Montréal, de ses échanges, de sa participation donc, aux circulations de toutes sortes. Donc, premier élément. Deuxième élément, les populations urbaines elles se caractérisent par leur complexité, leur cosmopolitisme, leur diversité. Évidemment, donc, on a étudié la population montréalaise, la population urbaine au Québec sous différents aspects, mais il y a encore bien des angles à creuser. Je pense notamment, évidemment, justement aux Autochtones auxquels a fait référence Paul-André. Donc, cette présence autochtone, non seulement durant la période coloniale et avant Montréal, mais cette présence autochtone continue en chair et en os, à travers des symboles, à travers une toponymie qui mérite justement d'être creusée, d'être mieux comprise et intégrée à l'histoire de Montréal. Je pense aussi à d'autres groupes qui ont été plus difficiles à retrouver dans les sources ou qui ont été longtemps dans l'angle mort des historiens. Je pense ici notamment aux travaux de Dominique Dagenet, par exemple, sur les pratiques homosexuelles à Montréal au début du 20e siècle. Une communauté très difficile à saisir pour nous, historiens, dans les sources durant cette période-là, et je suis sûr qu'il y en a d'autres. Troisième élément,
Paul-André a bien expliqué comment sa carrière avait été dominée en bonne partie par cette histoire sociale qui, longtemps, une très grande influence au Québec et qui en a encore une, on s'entend. Il a fait référence à la montée de l'histoire culturelle. C'est clair qu'ici aussi, il y a toute une histoire de la culture urbaine qui mérite d'être complétée, approfondie, poursuivie sur comment la société québécoise s'est appropriée la ville, non seulement matériellement, économiquement, mais culturellement, comment on l'a intégrée à notre pensée, à notre culture, au théâtre, à la littérature. Et finalement, peut-être un dernier élément duquel il faudrait peut-être discuter, lorsque Paul-André participe notamment à la création de ce groupe d'histoire urbaine canadienne bilingue dans les années 70. Une des choses qui caractérise fortement la pratique de l'histoire urbaine, la revue d'histoire urbaine d'ailleurs, c'est l'interdisciplinarité. À l'époque, les historiens échangent beaucoup avec les géographes, avec les urbanistes, avec les sociologues, donc aménagistes, etc. Et on a un peu l'impression qu'au fil du temps, ces liens se sont un peu desserrés. L'histoire s'est un peu peut-être placée en retrait par rapport à ces autres disciplines. Il serait peut-être temps de contribuer à reconstruire les ponts. D'une certaine manière, on a un peu l'impression que les études urbaines, les gens qui étudient la ville maintenant, ont un peu l'impression que la perspective historique n'apporte rien de neuf, rien d'important au-delà d'une mémoire de 5 à 10 ans là, sur la ville. Et je pense qu'au contraire, comme l'a bien souligné Paul-André, l'histoire a encore beaucoup enseigné aux gens qui gouvernent, qui aménagent, qui vivent dans les villes présentement, ne serait-ce que sur la question du logement. Voilà, donc c'est ce que je vous propose peut-être comme piste de discussion. Beau programme. Merci, Harold. Peter. Alors, bonjour tout le monde. Je vais lire quelques remarques préliminaires pour rester dans le temps puis, et ne rien oublier. Merci de votre compréhension. Et d'abord, c'est un honneur d'être parmi vous pour rendre hommage à Paul-André Linteau, que je connais depuis le début de mes études doctorales à l'Université du Québec à Montréal au milieu des années 1980, alors qu'il était responsable des études supérieures et au département d'histoire, poste que j'ai rempli maintenant à deux universités, alors un modèle de responsable de la maîtrise et du doctorat. Et je n'ai jamais eu Paul-André comme prof, mais il m'a appuyé énormément à travers mes études au troisième cycle, tout en étant un grand collaborateur de mon directeur de thèse, Jean-Claude Robert, ici présent. Alors, s'il y a quelques enfants et petits-enfants intellectuels de Paul-André ici dans la salle, j'ai l'impression d'être son neveu. Là. C'est mon oncle. Métaphores familiaux, ça vaut la peine. Paul-André, tu as évoqué dans ton allocution une certaine fébrilité que j'ai moi-même ressentie à cette époque comme jeune anglo-montréalais qui avait décidé de faire le grand saut de McGill vers le milieu universitaire francophone. Et c'est justement au moment où tu parles de la manière dont l'histoire sociale prend la vedette au Québec aux années 70 et aussi aux années 80, à partir des années 70, n'est-ce pas? Et dans ton texte, tu as une phrase que j'ai bien appréciée. En parlant de l'histoire sociale, tu dis « Elle déferle sur l'historiographie québécoise en emportant presque tout sur son passage. » Je pense que tu as biffé cette deuxième partie, mais j'ai bien aimé. Et c'est donc l'histoire from the bottom up qui porte sur l'expérience des couches populaires et des citadins ordinaires qui nous excitaient à l'époque, n'est-ce pas? Et le fait qu'au Québec, il y avait une tendance très lourde d'urbanisation qui allait de pair avec la montée du capitalisme industriel dans la deuxième moitié du 19e siècle, faisait en sorte que dans nos études sur les gens dits ordinaires, on devait, par la force des choses, parler de plus en plus des gens qui vivaient dans les villes. Alors, quoi de plus naturel pour un baby boomer anglophone de la banlieue montréalaise de partir à la recherche des conséquences de la révolution industrielle pour les familles ordinaires de Saint-Hyacinthe. Alors, retenons Saint-Hyacinthe.
Il s'agit là d'un milieu urbain, certes beaucoup plus modeste que Montréal, mais dont les mutations à l'époque de l'arrivée du chemin de fer, de la montée de l'industrie manufacturière, sont néanmoins profondes. Et l'engouement pour l'histoire sociale et l'histoire urbaine au Québec, autrement dit, sont, à mon avis, de mon point de vue, deux côtés de la même médaille. Les contributions proprement énormes de Paul André en sont une preuve éloquente. L'autre constat, je constate que je suis davantage dans les constats que dans les pistes, mais en tout cas, allons-y comme ça. J'ai quelques anecdotes aussi. Alors. L'autre constat que j'aimerais faire rapidement touche, je crois, au cœur de l'œuvre de Paul-André Linteau et de son allocution ce soir. Et là, je parle de sa passion évidente pour la ville de Montréal. Cette ville, sa ville, qui a toujours été son inépuisable objet de fascination, n'est-ce pas? C'est en effet un Montréal multifactoriel, j'ai aimé cette expression-là, dont il est question ici, entre autres dans ses dimensions de carrefour linguistique et culturel, de métropole sans rival dans le réseau urbain québécois, la ville qui domine sur les scènes politiques, littéraires, artistiques d'ici, et de laboratoire hors pair pour l'étude d'une vaste gamme de phénomènes urbains, mais d'importance globale, mais dont seules les analyses à l'échelle locale peuvent vraiment permettre de bien saisir l'impact. Alors, les anecdotes. J'enseigne maintenant à l'Université Concordia depuis 2009, après 16 belles années à l'Université de Sherbrooke, là où on enseigne un peu moins l'histoire de Montréal, mais l'histoire urbaine, j'imagine que c'est bien couverte. Léon aussi, histoire de Montréal, à l'époque de la Nouvelle-France aussi est bien présente. Mais je voulais parler de mon cours en histoire de Montréal à Concordia que j'enseigne depuis 2010 au niveau 300, comme on dit, donc cours d'analyse, deuxième, troisième année, 45 étudiants, grosso modo. Paul André m'a beaucoup inspiré, aidé dans le développement de ce cours, non seulement parce qu'il a écrit la petite synthèse de l'histoire de Montréal, qui, dans sa traduction anglaise, me sert de manuel dans ce cours-là, mais je me rappelle très bien de sa générosité lorsqu'il a accepté de nous offrir, ça devait être en 2013-2014, une visite guidée à pied, guidée plutôt, du centre-ville et du fameux Square Mile. Visite qui s'est terminée, n'est-ce pas, chez Dunn's, autour d'un smoke meat, un bon smoke meat montréalais. Je me rappelle aussi d'une rencontre plus aléatoire et complètement imprévue, alors que je visitais le Vieux-Montréal avec 45 étudiants et mon invité Alan Stewart, spécialiste de la ville fortifiée de ses faubourgs au 18e siècle. Nous sommes sur le trottoir de la rue Notre-Dame en face de la place d'Armes et Alan est en train de nous expliquer, vous savez, Léon sait de quoi je parle, son grand discours de conclusion, à quel point c'est possible de voir dans le périmètre de cette place urbaine-là des traces de chaque époque de la ville de Montréal, 3 siècles, 4 siècles d'histoire. Ce qui est fascinant en soi, mais le moment devient inoubliable lorsque Paul-André Linteau nous approche à pied et arrête quelques minutes pour nous saluer, en route, semble-t-il, vers un rendez-vous aux archives des Sulpiciens. Alors, quelle façon, je ne sais pas si tu t'en rappelles, j'étais là avec une gang d'étudiants, Alan Stewart, qui faisait son allocution. Alors, quelle façon magnifique de terminer notre visite cette journée-là dans ce musée à ciel ouvert, comme tu viens de dire si bien tantôt, et de le faire en compagnie de ce chercheur dont la passion et l'engagement vers l'histoire de Montréal depuis plus d'un demi-siècle maintenant ressemble à rien de moins qu'une vraie histoire d'amour. Alors, je termine là pour l'instant en exprimant mes sincères félicitations à Paul André pour ce prix bien mérité et dans l'impatience de poursuivre les échanges. Merci, Peter.
C'est intéressant de voir que nos deux panélistes ont pris deux angles. Ben, en fait, il y en a plusieurs autres, là, mais si je veux simplifier un peu les choses, on a comme deux angles. On a l'échelle plus globale et l'articulation de Montréal avec soit l'échelle régionale qui l'entoure ou l'échelle internationale. Et on a aussi une approche de l'histoire de Montréal qui est par le terrain, hein, l'approche par le concret de la ville, par la visite qu'on peut en faire, et qui est une autre façon de prendre connaissance de Montréal, qui était peut-être moins présente dans la conférence de Paul André, qui avait été mandaté de dresser un vaste mandat, mais j'aime bien aussi cette idée de penser que quand on fait de l'histoire urbaine, on l'a fait avec des pieds, avec nos pieds. On emprunte un peu aux géographes ici, parce que comprendre la ville, c'est aussi la vivre, circuler dans cet espace, etc. Donc, Paul-André, est-ce que tu veux rebondir tout de suite sur un ou l'autre aspect? Oui, il y aurait plusieurs dimensions. Harold, ici, a comme ouvert une piste. On a parlé de l'importance de l'histoire sociale, mais il y a eu d'autres paradigmes, mais entre autres celui de la culture. Il y a un apport très important qui nous vient de l'histoire littéraire. Et moi, je suis parfaitement incompétent dans ce domaine-là. Je lis les travaux de Mme Cambron et d'autres, Mme Cambron qui est ici aujourd'hui. Et donc, j'essaie de les intégrer dans mes synthèses, mais il y a là toute une démarche qui est complètement différente. Comment les poètes, les auteurs, les romanciers comprennent la ville, l'interprètent, c'est une dimension qui a été abordée par quelques équipes de recherche. Puis d'autre part, comment aussi on a mis en place à Montréal des structures culturelles. Et dans ce sens-là, pour moi, il y a un argument que j'ai souvent fait valoir auprès de mes étudiants en disant qu'il y avait depuis longtemps une façon montréalaise d'être canadien-français, qui avait une culture canadienne-française de Montréal, qui n'était pas celle de Québec ou de Saguenay, disons. Et donc, culture au sens large, au sens des façons de voir la vie, la société. Et c'est pour ça que tous les grands récits de nos sociologues dans les années 50 et 60, centrés sur des coins magnifiques, sûrement, comme l'Île Verte ou Saint-Justin, d'une certaine façon, n'avaient pas beaucoup de résonance pour moi parce que je suis un Montréalais de naissance. J'ai toujours été élevé à Montréal et la perception du monde qu'on avait, dont j'avais hérité à l'école et avec mes collègues étudiants, tout ça, elle n'avait rien à voir avec ce qu'on nous décrivait comme la société canadienne-française qui existait, c'est sûr que ça existait, mais c'était bon. Et dans ce sens-là, le premier sociologue québécois, Léon Gérin, qui avait fait des petites capsules sur des villes, ce qui est assez fascinant, c'est qu'en 1880, déjà, il voyait à Saint-Hyacinthe, dans la région de Saint-Hyacinthe, un agriculteur complètement axé sur les marchés, qui n'avait rien à voir avec l'agriculteur de Charlevoix. Et puis, le plus intéressant, c'est que Gérin est retourné 50 ans plus tard dans Charlevoix pour revoir les mêmes familles, puis rien n'avait changé. Alors qu'évidemment, à Montréal, à Saint-Hyacinthe, dans toute la plaine de Montréal, en tout cas,
il y avait eu des transformations importantes. Donc, les rythmes sont différents, puis le milieu montréalais a créé une espèce de bouillon culturel qui fait que, et pendant longtemps, ça distinguait les Montréalais des gens de Québec, par exemple. Ma famille paternelle venait à l'origine de Loretteville, donc il m'est arrivé jeune de voir des réunions de famille avec des oncles de Québec. Mon Dieu, c'était deux mondes déjà qui ressortaient. Donc, il y a quelque chose là qui est difficile à mesurer, qui est du niveau du ressenti, du vécu, de l'émotion, là, qui est présent. Mais ensuite, j'ai vu des travaux historiques, par exemple, les travaux de Jean Hamelin sur l'histoire de l'Église catholique montraient que dès les années 30 à Montréal, il y avait plein de gens qui avaient cessé de pratiquer la religion catholique et que c'était déjà un enjeu, alors que dans beaucoup d'autres régions, ça va le devenir seulement dans les années 60. Alors, c'est un peu ça l'idée de Montréal comme un laboratoire social là, pour le Québec. Ça ne veut pas dire qu'on a adopté partout ailleurs ce qui s'est fait à Montréal, mais en tout cas, on a expérimenté et c'est une façon aussi valable d'être Canadien-Français que d'avoir cultivé la terre en autosuffisance. C'est qu'il n'y a pas une façon d'être un francophone au Québec. Il y a des façons multiples, il y a des appartenances multiples. Et ma réflexion sur Montréal me menait là. Il ne faut pas nier les autres façons de se définir, mais reconnaître que le Québec, c'est un ensemble très varié, mais c'est sûr que Montréal a une influence considérable qui, avec la télévision, l'arrivée de la télévision et des studios à Montréal, ça fait que la culture montréalaise s'est répandue à travers tout le Québec et a gommé beaucoup de ces différences traditionnelles qui pouvaient exister. Donc, c'est une histoire en mouvement perpétuel. Hein? Comme toutes les histoires, on a tendance souvent à penser que les historiens s'intéressent à ce qui dure, à ce qui est permanent, alors qu'on peut très bien s'intéresser à tout ce qui change, à tout ce qui bouge continuellement. Voilà, je ne sais pas si ça rejoint ta réflexion. Oui, bien, je trouve que ça ouvre la porte à la question vraiment intéressante du rapport de Montréal et du reste de la société québécoise. Je me souviens, il y a à peu près un an, j'avais participé, c'est un dossier de l'actualité sur le fait que les Québécois ne se reconnaîtraient plus dans Montréal. Et là, ce serait quelque chose de nouveau et de bouleversant. Et là, j'ai un peu ri en disant qu'écoutez, ça ne date pas d'hier, cette distance entre Montréal et le reste du Québec. Le fait que, comment dire, Montréal et le reste du Québec fonctionne à des rythmes différents selon où on se trouve, selon de la question dont on parle. Oui. Ça me fait penser, j'aime beaucoup, je l'utilise souvent en classe, l'exemple de Everett Hughes, donc sociologue de l'École de Chicago. Il enseigne à l'Université McGill dans les années 30. Et là, il y a un de ses collègues de l'École de Chicago, Horace Miner, qui travaille sur Saint-Denis de Kamouraska et là, qui va décrire le Canada français comme, mon Dieu, voilà une société presque moyenâgeuse, perdue au fin fond de l'Amérique du Nord. Et là, Everett Hughes regarde autour de lui, il voit ces Canadiens français à Montréal qui prennent le tramway, qui travaillent à l'usine, et il dit non. Et bon, il va aller dans mon Drummondville natal pour montrer comment la transition s'opère, mais pour lui, à Montréal, elle est complétée depuis longtemps. Et Saint-Denis de Kamouraska, c'est là un peu l'anomalie. C'est pas Montréal, c'est Drummondville qui montre un peu ces transformations qui sont en cours. Une réflexion semblable, puis peut-être
à partir, moi aussi, de l'enseignement, parce que je donne régulièrement l'histoire de Montréal, mais je donne aussi l'histoire du Québec. Puis une des questions que les étudiants posent, là on met l'accent sur les classes sociales, on met l'accent sur les tensions linguistiques, on met l'accent sur la montée du capitalisme industriel au 19e siècle et toutes les mutations. Hein. Et là, il y en a qui me regardent, ils disent OK, il y a l'histoire de Montréal et il y a l'histoire du Québec. Est-ce que c'est deux pôles? Est-ce que c'est deux choses différentes? Là, des fois, j'ai eu le réflexe de poser ça comme question à eux, pour qu'ils me le disent. Là, est-ce que on a deux expériences tellement différentes qu'on ne peut pas en faire une synthèse? Ou est-ce que, en étant la métropole québécoise, il faut quand même comprendre le Québec comme ayant ce pôle-là d'influence. Alors, comprendre le Québec dans son ensemble sans tenir compte des expériences montréalaises, ce serait un peu fou. Hein? Je ne sais pas si ça... Mais l'autre aspect que j'ai voulu, peut-être si je me permets, là, on parle des Autochtones aussi, et là, c'est la question, c'est une façon un peu détournée de poser la question, mais il y a des phénomènes qui se passent à Montréal dont on a parlé, qui sont des phénomènes qui ont une importance à l'échelle québécoise, canadienne, nord-américaine, globale. Et moi, je rebondis un peu à l'idée que Montréal soit juste le décor de tout ça, parce qu'il y a quand même des dynamiques à Montréal qui influencent la manière dont on pose la question, que ce soit des Autochtones, que ce soit les pratiques homosexuelles judiciarisées, toutes sortes de phénomènes d'importance qu'on doit étudier à l'échelle de la ville, sinon on ne peut jamais comprendre l'impact. Alors, je rebondis un peu à cette idée d'une distinction très nette entre, c'est comme ton histoire de l'eau, là, ou histoire que c'est tellement important d'étudier le phénomène à l'échelle urbaine, à l'échelle d'une ville, que comment établir, ça c'est une histoire des Autochtones ou des pratiques homosexuelles ou de l'environnement qui a Montréal comme décor. C'est où justement la ligne, la frontière entre ces deux approches-là? C'est une question que je repose à mes collègues sans nécessairement avoir la réponse. Et là, la richesse de toute cette historiographie qui porte sur Montréal, que tu as avec le projet de bibliographie bien documenté, il me semble qu'il y a toutes sortes de phénomènes qui sont des phénomènes urbains, mais d'une importance globale et dont l'étude dans un contexte montréalais, c'est presque la seule façon d'aller de l'avant avec ces questions-là. Alors, je ne sais pas. Là. Je pose une question légitime. Ça pose toujours la question, qu'est-ce qui relève de l'histoire de Montréal, puis qu'est-ce qui relève de l'histoire générale du Québec et du Canada? La question des Autochtones, par exemple, on peut la poser à propos de Montréal, mais le phénomène principal de l'effet du colonialisme sur les Autochtones, c'est pas un phénomène montréalais, là, c'est un phénomène à l'échelle du Canada, d'une certaine façon. Et donc, on peut étudier des cas particuliers à Montréal, mais si on veut poser la question dans son ensemble, ou comme l'enjeu de l'inégalité des hommes et des femmes, ça dépassait, on l'a étudié pour Montréal, mais on l'a étudié ailleurs aussi, et c'est un enjeu national d'une certaine façon. Alors, c'est pas toujours facile comme historien de voir les frontières, de entre les champs, les distinguer
ces échelles différentes. Oui, on revient justement à la notion d'échelle. Je Voilà. trouve ça intéressant parce que, en fait, je vous entends parler, puis il y a comme une sorte de tension entre, bon, Montréal, ses spécificités et tout, mais le danger de naturaliser Montréal, de faire de Montréal un objet unique qui aurait ses dynamiques particulières, qui échapperait, par exemple, à certaines grandes questions comme justement le colonialisme, les inégalités sociales, etc. Donc, l'articulation finalement entre des phénomènes plus globaux et les spécificités propres à une ville comme Montréal, qui, par ailleurs, on l'a bien entendu et compris, a un statut assez particulier. Montréal domine le Québec bien davantage, par exemple, que Toronto peut dominer l'Ontario. Toronto qui a une armature urbaine beaucoup plus développée, plus importante que c'est le cas au Québec. Mais je m'arrête ici parce qu'on a aussi une période ouverte pour la salle. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez envie de plonger dans la discussion ou poser d'autres questions à Paul-André Linteau, aux panélistes, il ne faut surtout pas vous gêner pour le faire. Alors, je ne sais pas si quelqu'un aimerait prendre la parole. Si vous pouvez, monsieur, vous présenter, c'est toujours agréable de connaître les gens qui parlent. Oui, je m'appelle Robert Paquin. Moi, j'ai fait des études doctorales en études anglaises, pas en histoire. Mais j'ai été élevé à Pointe-Saint-Charles, pas près du, mais en tout cas, avec le canal de la Chine qui traversait. Et je pensais à un film documentaire de Bourdon, un film de l'ONF qui s'intitule « La mémoire des anges », qui nous donne un portrait de Montréal dans les années 1950. C'est l'époque où j'ai vécu justement à Pointe-Saint-Charles, où j'ai été élevé. Et Montréal était une ville, c'était la métropole du Canada, pas seulement du Québec, c'est la métropole du Canada, Montréal, parce que c'est un point central pour le commerce et l'industrie qui avait tout le long du canal de la Chine. Tout le grain de l'Ouest passait par Montréal avant d'être transféré ou transbordé sur des bateaux pour être apporté ailleurs dans le monde. Il y avait un rôle international de Montréal qui a été perdu quand on a construit la canalisation du Saint-Laurent. Puis là, le centre s'est déplacé vers Toronto. Et je pense que moi, la construction c'est pas de ma décision à moi, mais la construction du canal, la canalisation du Saint-Laurent a fait que Montréal n'est plus la métropole du Canada, mais c'est Toronto qui est la métropole du Canada. J'aimerais avoir vos perspectives là-dedans. C'était en marche bien avant. La canalisation, le blé canadien, il ne part pas de Toronto pour s'en aller en Europe. Il ne va plus en Europe. Il s'en va entièrement en Asie. Il passe par Vancouver. Alors, c'est des changements fondamentaux dans les circuits économiques, par exemple, entre l'Angleterre et le Canada. À partir du moment où le Royaume-Uni est entré dans le marché commun européen, il n'avait plus le droit d'acheter du blé canadien. Il fallait qu'il achète du blé subventionné par la communauté européenne, le blé français, espagnol et autres, là, et plus tard polonais. Et donc, ça n'avait rien à voir avec la voie maritime qui a été construite pour faciliter le transport des matières premières de la Côte-Nord vers le centre des États-Unis. Alors, c'est pas ça qui a affecté le rôle de Montréal, mais une réorganisation mondiale qui a coïncidé aussi avec la fin de la protection douanière qu'on accordait à nos industries. À Montréal, on produisait beaucoup de
de biens à bon marché avec des bas salaires, mais en 1965, les bas salaires de Montréal étaient très élevés par rapport à ceux du Sri Lanka ou du Brésil ou d'ailleurs. Et c'est cette internationalisation du commerce international, du commerce des biens, là, qui a fait qu'aujourd'hui, on ne produit à peu près plus de chemises, à peu près plus de souliers à Montréal, alors qu'avant, on en produisait pour le marché canadien. Mais ce n'est pas Toronto qui a pris notre place, là. C'est le Brésil, c'est le sud-est asiatique. Alors, c'est un autre univers qui est intervenu à partir du début des années 60. Oui, merci. On pourrait en parler longuement. Et j'aime bien la question parce que vous soulevez une autre dimension qui n'avait pas été abordée jusqu'à maintenant. Moi, je diverge un peu d'opinion avec Paul-André Linteau. Est-ce que je ne sais pas si j'ai le droit comme animatrice, mais je vais le prendre. Simplement pour dire que tout ce que Paul-André Linteau a présenté est absolument fondamental, mais à l'échelle montréalaise, il est vrai que l'ouverture de la voie maritime va bouleverser bien des choses. La centralité du port de Montréal dans son économie, dans sa vie sociale, dans sa vie urbaine est remise en question. Et donc, c'est probablement à cette époque-là que vous référez, et c'est ça que vous avez vécu aussi comme Montréalais et surtout habitant à Pointe-Saint-Charles. Donc, merci pour la question. Madame? Oui, mon nom, c'est Paul Moffett. J'ai été professeur d'histoire dans un cégep de Montréal pendant 40 ans. J'ai étudié à l'UQAM en histoire et à l'Université Concordia. Monsieur Linteau, vous avez dit, j'ai pris des notes. Hein? La ville, espace construit et circonscrit. J'ai adoré cette phrase-là. Et l'entrepreneur construit la ville. Là, c'est là que ça m'a un peu embêté. L'entrepreneur construit la ville. Je me demande, dans les exposés qu'on a eus, comment ça se fait qu'on n'a pas parlé des églises à qui on doit le patrimoine construit de Montréal, patrimoine bâti plutôt qu'on dit, là, et aussi la distribution des terres. Là, on a parlé des terres des Sulpiciens, les communautés religieuses, elles avaient Montréal à elles seules pratiquement. Alors, alors elles ont beaucoup contribué. Il y a un rôle, là, j'en ai pas entendu parler aucun des trois personnes qui sont là. Alors, pour moi, là, puis le patrimoine bâti religieux de Montréal est dans un état lamentable. Alors, c'est un signe que l'histoire, le passé de l'histoire du Québec, c'est comme si on voulait dire la page n'existe plus. Si ces églises-là pouvaient disparaître, elles seraient bien contents. Je vous demande votre opinion sur ce rôle-là. Vous avez raison que les investissements religieux ont eu un impact dans l'espace montréalais. À plusieurs endroits, on a bâti autour de l'église un couvent, un hospice, des écoles de garçons, des écoles pour filles, et il y avait tout un complexe religieux. Il y avait à plusieurs endroits dans la ville, comme ça, des complexes religieux qui étaient des pôles importants. Mais les terres elles-mêmes, elles appartenaient à des grands hommes d'affaires qui les avaient achetées des agriculteurs dès le 19e siècle. Et c'est eux, les promoteurs, qui ont fait le lotissement des terres. Et eux, dans le cas que j'ai étudié à Maisonneuve, j'ai 2 promoteurs qui ont mis de l'argent pour faire venir des églises paroissiales sur leur domaine. Parce qu'ils savaient qu'en ayant une église paroissiale, ça attirerait des résidents si les gens savaient qu'ils pouvaient aller à pied à l'église, là. Alors, il y avait le très saint nom de Jésus de Maisonneuve, puis
le Saint-Clément de Viauville, qui sont deux beaux cas où les promoteurs sont intervenus. Alors, quand je parle des promoteurs comme des fabricants de la ville, comme des gens qui transforment l'espace, ça fait partie de leurs investissements pour aménager l'espace, d'attirer des activités religieuses. Merci. Harold. Oui, si je me permets d'ajouter rapidement, pour assurer madame, il y a toute une historiographie quand même là-dessus, sur les institutions religieuses comme propriétaires fonciers, puis comme acteurs économiques Oui. majeurs, mais j'ajouterais aussi une autre manière dont la religion a fait la ville, et là, Lucia Ferretti est ici, mais qui a écrit là-dessus. Donc, l'importance de la paroisse quand même comme unité d'organisation, donc pas seulement construire la ville matériellement, mais la construire socialement, comme point de référence pour les loisirs, l'entraide, la charité, etc. Donc, les organisations religieuses sont extrêmement importantes et elles sont partout dans l'historiographie sur la ville de Montréal. En plus que la ville de Montréal, donc un réseau religieux très complexe, un catholique, protestant, les différentes dénominations, catholiques italiens, irlandais, francophones, etc. Donc plus les synagogues, communautés juives. Donc il y a vraiment quand même tout un travail là-dessus, même si on n'en a pas parlé justement dans les quelques minutes dont on disposait. Merci pour la précision. Il y a deux questions. Donc, d'abord, monsieur. Merci. Je suis François-Pierre Lescoarnec, je suis politologue et juriste et j'ai eu la chance d'habiter Toronto pendant 9 ans. Et quand on habite Toronto, on n'entend jamais parler de Montréal, comme on n'entend pas parler de Trois-Rivières à partir de Montréal. Et j'aimerais vous entendre sur les relations intermunicipales au plan canadien. Montréal se projette beaucoup à l'international, en tout cas tente de le faire, avec des succès variables, mais au niveau canadien, c'est peut-être moins évident. Ça dépend à quel niveau on se situe. C'est sûr que Montréal a perdu une grande partie de ses sièges sociaux canadiens qui ont migré vers Toronto, vers Calgary, par exemple. Quand on pense que le Canadien Pacifique est rendu à Calgary maintenant, alors qu'il a été tellement important dans l'histoire de la ville. Alors, c'est sûr qu'on n'a plus cette influence qu'on pouvait avoir, mais il continue à y avoir des sièges sociaux à Montréal, des entreprises qui rayonnent à l'échelle canadienne, des entreprises, des couche-tard, par exemple, qui achètent des dépanneurs ailleurs au Canada. Alors, c'est sûr que Montréal reste une métropole canadienne, même si elle est plus une métropole québécoise. Elle a un rôle canadien. Mais c'est évident que la barrière linguistique fait qu'à l'ouest de la frontière linguistique, on ne sait pas du tout ce qui se passe ni à Montréal, ni au Québec en général. Et l'exemple que je vous ai donné tantôt d'un collègue canadien qui ignorait complètement ce qui, depuis 50 ans, 40 ans, s'est fait au Québec dans le champ de l'histoire urbaine. Puis il me connaît, mais il n'a pas accès à ça parce qu'il ne parle pas français, donc il n'a pas suivi ça. Il a pas, mais on en aurait des milliers d'exemples dans plusieurs champs d'activité. Alors, c'est sûr que on fonctionne en français, on crée en français, et donc, c'est pas su de l'autre côté de la barrière linguistique, sauf quand on crée pour l'international. Là, on utilise l'anglais, et là, les Canadiens anglais peuvent découvrir ce qui se fait ici, mais il faut bien... il y a la barrière linguistique est aussi une réelle barrière. Mais en plus, je pense qu'il y a peut-être un autre type de problème parce qu'on peut reprocher aux Québécois francophones qui, même s'ils connaissent l'anglais, ne connaissent pas ce qui se passe en Ontario et ailleurs au Canada. Là, on est rendu dans l'histoire générale du Canada, comment faire se connecter
ces deux univers, finalement, c'est pas évident. C'est facile. Merci, Paul-André. Le temps file très vite. Il y a 2 autres questions. Alors, peut-être qu'il devrait appeler des réponses plus rapides. Madame. Bonjour, Hélène Leblanc. Alors, moi, je suis quand même une Montréalaise récente. Je suis née à la campagne, mais je suis ici depuis 2004. J'ai vécu à Vancouver et à Toronto. J'aimerais revenir sur le rôle de promoteur. Vous avez parlé un peu historiquement, qu'est-ce que c'était les promoteurs immobiliers. Mais moi, je vois le visage de Montréal qui change dramatiquement et que ce n'est plus le même type de promoteur. Que la ville, vous avez dit que le rôle du promoteur qui fabrique une ville, mais moi, je vois cette ville-là qui se transforme un petit peu au détriment, parfois, des gens qui y habitent. Et j'aimerais que vous me parliez un peu de ce changement-là de paradigme au niveau de ce qu'on nomme les promoteurs et ce que c'est devenu et comment ceux-ci sont en train vraiment de changer le visage de Montréal, mais pas toujours en tenant compte peut-être des Montréalais qui y habitent. Ouais, mais c'était comme ça il y a un siècle. Ce qui a changé, c'est l'ampleur des opérations des promoteurs. Il y a un siècle, les promoteurs, c'était des gens qui achetaient des terres agricoles et qui faisaient du lotissement. Aujourd'hui, les promoteurs arrivent avec des architectes, des urbanistes, des ingénieurs et conçoivent un projet, un environnement, puis là, ils viennent déposer ça à la ville. Et assez souvent, les villes n'ont pas les ressources pour véritablement résister ou imposer aux promoteurs leur point de vue. Elles négocient. C'est sûr qu'à Montréal, on négocie beaucoup plus qu'en banlieue. On a plus de pouvoir, sans doute, là, pour négocier. Puis il y a des règlements d'urbanisme maintenant, mais c'est clair qu'on a encore des promoteurs qui arrivent avec un package. On a un territoire, on rachète, je ne sais pas, les usines Molson, et on arrive avec un projet, là. Et la ville continue à être bâtie par des promoteurs comme elle l'était à Maisonneuve à la fin du 19e siècle. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bonjour. Bonsoir. Michel Bédard. C'est bête à dire, là, mais j'ai 69 ans. Et puis, j'ai eu la chance de voir Expo 67 à 13 ans. C'était, comme tout le monde s'en rappelle, un party extraordinaire et tout. Et j'ai lu beaucoup sur Expo 67 et surtout la propagande qu'il y avait pour faire en sorte que Expo 67, l'exposition universelle, se fasse à Montréal. Alors, il faut vendre. Souvent, il faut vendre des mythes, les faire accepter dans la vie. Il y a plusieurs mythes à Montréal aussi. Ce que je veux dire, c'est que on disait que Montréal allait, avec Expo 67, l'exposition universelle, avoir un rayonnement extraordinaire mondial. Ça va? Ben, ça coûte de l'argent faire Expo 67 et tout. Alors, il fallait vraiment vanter des qualités. Mais c'est des qualités souvent qui sont des mythes. Parce que je me suis posé la question. Expo 67, Montréal. Est-ce que Montréal a eu un rayonnement mondial extraordinaire qui pouvait peut-être justifier les coûts, hein, parce que c'était terrible? Les expositions universelles, c'est depuis 1900. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire 3 villes où il y a eu une exposition universelle? On ne sait pas. Bon. Tout dernièrement, il y a eu Osaka, il y a eu Shanghai, mais vous ne pourrez pas le nommer. Vous ne pouvez pas les nommer. Alors, moi, je me dis, il y a des mythes qu'on avance,
croyez-vous que, parce que Drapeau le soulignait, Montréal sera sur la map? Pas sûr. Parce que les gens ne savent pas quelles étaient les expositions dans d'autres villes. Croyez-vous, monsieur, qui avait une expérience historique et puis connaissance et tout, que Montréal a eu un rayonnement tel que vanté par nos politiciens? Est-ce qu'on a eu un rayonnement et est-ce que ça a généré quelque chose en retour? On exagère toujours l'effet des expositions universelles, mais c'est sûr que moi, je dirais qu'à Montréal, le premier effet, ça a été sur nous. Oui, ça a été c'est nous, les Montréalais, qui avons eu du fun à l'Expo pendant 6 mois, hein? Oui. Qui avons voulu prolonger ce fun-là dans les années suivantes. C'est d'abord sur nous, c'est d'abord... Nous sommes ouverts au monde grâce à l'exposition universelle. Maintenant, c'est sûr que Montréal a une présence internationale qui n'est pas juste liée à l'Expo. L'Expo, ça a été un jalon parmi de nombreux autres, mais Montréal a une dimension internationale. On a des créateurs montréalais qui œuvrent un peu partout à travers le monde. Vous avez vu la semaine dernière que le Dôme des Invalides à Paris est maintenant éclairé par Moment Factory à partir de l'expérience de Haut-Rang à l'église Notre-Dame. Puis il y en a des tas d'exemples. C'est sûr qu'il y a un rayonnement international de Montréal qui est là. Puis Expo 67, c'est un jalon là-dedans avec plein d'autres occasions où on a pu faire rayonner l'expertise montréalaise. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Paul-André. J'aime bien le gros party. Alors, c'est tout le temps dont on dispose pour échanger sur cet inépuisable objet de fascination et de discussion. Ce qui me frappe beaucoup dans les questions qui sont venues de la salle et aussi des commentaires qui se sont échangés, c'est combien c'est important de saisir Montréal, mais toujours en relation aussi avec différentes échelles. On ne peut parler des banlieues, mais on a quand même évoqué les rapports entre Montréal et le Québec. Et il y aurait eu plein de choses à dire encore, c'est certain. La question aussi de la position de Montréal à l'échelle canadienne mériterait encore des développements importants parce que c'est une question extrêmement complexe. Et cette question des relations intermunicipales fait appel à des sujets que Harold a bien traités dans ses recherches notamment. On est moins revenu peut-être sur la question de la ville concrète, la ville avec laquelle on entre en relation et que Peter Gossage a évoqué. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle va susciter une curiosité qui a l'air bien présente, mais renouvelée pour comprendre l'histoire de Montréal et de ses différentes échelles. Donc, merci aux panélistes, merci à Paul-André encore une fois, et au plaisir d'une prochaine discussion. Bonne soirée. C'est